bien le bonjour, ou plutôt bien le bonsoir. Nous sommes le mardi 11 juillet et je viens toujours de clore le précédent vlog et j'ouvre le nouveau, un petit peu tardivement cette fois-ci, cette semaine, mais c'est comme ça. Euh, écoutez, je commence la semaine, je commence la semaine, ouais, sans plan de lecture encore une fois. Je ne sais pas si je vais me laisser tenter par les réservations que je viens de recevoir en audio-livre par la bibliothèque, c'est-à-dire le plus récent livre de T.J. Klune. Donc, je vais mettre la vignette parce que je ne me souviens pas exactement du titre, mais je l'ai reçu en livre audio. Donc, pourquoi pas? Est-ce que c'est le plus récent? Non, pas du tout. Il y en a un plus récent encore, excusez-moi. Oui, donc, désolée, je reprends tout ça. Alors, je vais peut-être me laisser tenter par le livre audio que j'ai reçu par ma bibliothèque, qui est en fait Under the Whispering Door, qui est un T.J. Klune, mais qui n'est pas son plus récent. Donc, je vais vous mettre quand même la vignette. Et cette fois-ci, c'est un livre dans lequel on va rencontrer des gens qui sont comme dans une espèce d'auberge dans une espèce d'auberge des limbes, parce que je peux comprendre, c'est des gens qui viennent de mourir et puis qui, si j'ai bien compris, doivent régler certaines choses avant de pouvoir passer ailleurs, mais je sais pas trop. Ça faisait référence à ça. J'ai pas beaucoup d'autres détails, mais ça se pourrait que je me lance dans celui-là. Sinon, je sais pas trop ce que je vais lire cette semaine en livre audio, ni en petit livre. C'est vrai qu'à la bibliothèque, dans le dernier vlog, j'ai emprunté le tome 2 de Sauveur et Fils de Mario Muraille. Peut-être que je pourrais aborder ça. Si je le trouvais en audio, ce serait encore mieux parce que je pourrais commencer tout de suite, même si ma semaine n'est pas terminée et que j'ai encore beaucoup de boulot, je pourrais au moins dans mes déplacements faire avancer le tout. Sinon, j'ai plein de possibilités, j'en ai juste trop, donc pour le moment, je n'ai pas encore de plan particulier, mais je voulais juste prendre un petit moment pour ouvrir ce vlog-ci. Donc voilà, c'est fait. Le vlog est ouvert. Alors, qu'est-ce qu'on dit habituellement? Allez, on se lance! Hey, bonjour! Alors, je vous prends rapidement pendant mon heure de dîner parce que j'ai reçu un colis que j'attendais, en fait, un des derniers colis livrés à ce que j'attendais. Encore une fois, du fameux fournisseur Once Upon a Book, que j'ai décidé de me faire plaisir en fait en achetant un petit coffret spécial. Et je vous montre ça, si on voit bien, mais nos coffrets spéciaux Jane Austen. Je pense qu'avec l'éclairage, on s'en sortira pas. Mais voilà, ça a l'air géant. Alors, je vais ouvrir ça avec vous. Désolée pour le bruit. Attention, je vais faire du bruit. Hop, hop. Hop, hop, hop. My God. C'est vraiment impressionnant. Alors, parfait. Oups. Alors, on a ici, tout d'abord, une petite carte qui dit « Je déclare qu'après tout, il n'y a pas de plaisir qui vaille la lecture », donc de Jane Austen, une citation. Et ensuite, j'avais déjà quand même donné un choix dans les sélections qu'on pouvait avoir. C'est une biographie, je crois bien, oui, de Fiona Stafford qui s'appelle Jane Austen, une passion anglaise. Donc, je trouvais ça bien. J'en ai quand même lu quelques-uns. On n'a pas beaucoup d'informations sur cette autrice-là. Elle n'a pas laissé beaucoup de traces. Il y a pas mal plus de suppositions. Mais je trouvais ça intéressant d'avoir quand même une possibilité d'en découvrir un petit peu plus. Et là, je vois, il y a également un super marque-page dans le thème lecture. Et enfin, le gros... Oh my God! Je ne sais pas comment ça se fait qu'on a eu droit à ça, mais on a eu droit à... Incroyable! Dans le fond, à un omnibus de Raison et Sentiments, Orgueil et Préjugés et Northanger Abbey, qui en fait, voilà, je vais l'avoir, qui sont dans ceux que je préfère de Jane Austen. C'est sous film. Je vais essayer de voir si je suis capable de vous l'ouvrir rapidement. Bon, je pensais pas qu'on aurait... C'est vraiment... Si vous aviez vu, c'est vraiment toute une opportunité parce qu'en fait, la box n'était pas si onéreuse que ça. Donc, on a ici, en plus, voilà. Et c'est, voilà. Puis ça dit 3 chefs-d'œuvre illustrés. Chouette. Alors, c'est le texte original avec les illustrations de type gravure ici. Donc, c'est vraiment intéressant. Bien sûr que pour la lecture, je vais peut-être pas nécessairement... C'est assez pesant, ça fait son poids, mais quelle belle opportunité. Bon, je suis vraiment contente. Donc, coffret spécial Jane Austen que j'ai pu obtenir grâce à Once Upon a Book parce qu'il l'offrait comme possibilité. C'était en édition limitée et je me suis dépêchée et j'ai réussi à l'avoir, donc je suis vraiment contente. Voilà, c'est ce que ça donne. Oups. Hop, avec l'éclairage. Voilà.
Je suis vraiment contente. Alors voilà, je commence mon vlog avec cette réception-là que j'avais commandée et que j'ai enfin reçue. Mais par contre, évidemment, j'ai pas encore choisi ma nouvelle lecture. Je suis en télétravail aujourd'hui, donc j'avais pas de trajet à faire, ce qui fait que j'ai pu repousser le moment où j'allais choisir ma lecture audio. Mais promis, je vais vous en reparler dès que j'ai choisi. À tout de suite! Alors, bien le bonjour, nous sommes vendredi matin. Alors, je vous reprends tardivement encore une fois cette semaine. C'est 2 semaines un peu particulières, les 2 dernières semaines, je sais pas pourquoi. J'ai comme terminé finalement ma lecture audio que j'avais commencé dans le dernier vlog au début de cette semaine, puis j'ai pas vraiment eu l'occasion de refaire des déplacements depuis, donc je me suis pas dépêchée à en choisir une nouvelle. Puis j'étais pas vraiment dans le mood de lecture. En plus, hier ici au Québec, on a eu un gros événement météorologique qui a créé des alertes de tornades. On a heureusement été épargnés de notre côté, mais on a manqué d'électricité, ce qui est la moindre des choses dans tout ce qui s'est passé. Donc, on dirait que j'avais pas vraiment la tête à ça. Mais là, c'est le retour au boulot ce matin en présence. Donc, je me suis choisie finalement après plusieurs essais ratés. J'ai essayé plein de trucs en audio, puis j'avais comme envie de rien. Fait que là, je me suis dit, bon. Et qu'est-ce que je pourrais faire? Donc, je sais pas pourquoi, il y a eu une espèce de moment, une envie de tenter le coup concernant une autrice de polar suédois très connue depuis super longtemps, donc Camilla Läckberg. J'en ai déjà parlé il y a plusieurs vlogs parce que j'en avais entendu parler chez la bibliothèque de Laurie qui nous présentait certains auteurs de polar nordique qui n'étaient pas nécessairement trop glauques et sordides. Bon, je sais que c'est noir, là, Camilla Läckberg, mais elle semblait dire que Camilla Läckberg, c'est comme une bonne porte d'entrée pour le polar nordique. Puis comme vous savez maintenant, je suis pas la meilleure... j'ai pas une grande résistance aux sordides, aux tordus. J'essayais de voir si ça pouvait peut-être être pour moi, tout en sachant que ça serait potentiellement noir, mais peut-être que je suis capable de gérer ça. Bref, j'ai finalement décidé d'entamer La Princesse des Glaces, donc le premier tome de la série des Erika et Patrick, je crois, dans Camilla Läckberg, puis elle est rendue vraiment à plusieurs tomes depuis longtemps, ça fait des années que c'est sorti. Donc, on rencontre pour la première fois Erika dans ce premier tome-là, et ça se passe dans une petite bourgade suédoise, et Erika est une autrice de biographie qui se cherche un peu, qui a des paisibles, dans le fond, elle a une sœur qui est un petit peu sous l'emprise de son copain, ils n'ont plus leurs parents, puis elle se cherche un peu, je pense, elle essaie de faire un livre qui est sa propre idée, qui n'est pas juste une biographie. Donc, elle est un petit peu dans tout ce remous-là. Et puis, elle va être interpellée dès le début du livre par un homme qui a découvert une femme qui s'est visiblement suicidée dans sa maison. Donc, et comme il fait très froid, elle s'est ouvert les veines dans un bain et il n'y avait pas de chauffage dans la maison, donc ça a comme gelé. Donc, d'où la princesse des glaces potentiellement. Et bon, ça va être le début de quelque chose. Puis Erika, ça va un peu l'intriguer parce que les parents de cette personne-là, qui était aussi son amie quand elle était plus jeune, semblent dire que elle n'aurait pas pu se suicider, ou en tout cas qu'elle ne se serait pas suicidée de cette manière-là parce que c'est quelqu'un qui avait extrêmement peur du sang, donc elle n'aurait pas nécessairement choisi de s'ouvrir les veines, admettons qu'elle était dans cet état de désespoir-là et qu'elle prenait cette décision désespérée-là de mettre fin à ses jours, ça n'aurait pas été de cette manière-là potentiellement qu'elle l'aurait fait. Donc ça titille un peu Erika, puis elle finit par avoir une espèce de frisson d'inspiration de se dire peut-être que mon premier livre pourrait être sur cette personne-là, en fait, sans la nommer, savoir comment on peut en arriver à cette décision-là finale. Donc, j'en suis là, au début, je viens tout juste de l'entamer, et j'imagine que ça va prendre des proportions. De ce que je comprends, on rencontre ensuite une espèce de peintre un peu dépendant, alcoolique, qui n'est pas très apprécié dans la ville, qui va potentiellement aussi mettre fin à ses jours. C'est ce que je comprends, puis c'est dans la 4e, donc je pense pas que je divulgage quoi que ce soit. Visiblement, ça va sans doute lever des drapeaux et tout ça. Puis là, j'ai pas encore rencontré le fameux Patrick qui est un inspecteur de police et j'imagine qu'il va éventuellement arriver en cours d'intrigue. Mais bon, ce que je comprends, c'est qu'Erika est comme notre espèce d'enquêtrice amateur, entre guillemets, de cette série-là. Et puis jusqu'à maintenant, ça va. J'aime bien la plume et tout ça. Donc voilà, je me lance pour celui-là, puis on verra si ça le fait pour moi, si ça va me tenter ensuite de poursuivre dans cette saga-là. Alors voilà. Sinon, je vais quand même essayer de faire des petites lectures, mais ça se peut encore que le vlog cette fois-ci soit un peu plus court cette semaine. Visiblement, je suis comme, je sais pas, c'est pas parce que ça me tente pas du tout, c'est juste que mon quotidien, on dirait, me prend vraiment beaucoup de temps. Puis je suis dans une phase où j'arrive moins à mettre le doigt sur qu'est-ce que j'ai envie de lire. J'ai envie de lire, je sais pas exactement quoi. Donc, c'est comme ça.
faut voguer sur les différentes vagues qui nous arrivent dans une année. Donc voilà, on verra bien qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Puis je vais vous revenir de toute façon dès que je peux. Mais je voulais juste pas que, encore une fois, vous vous demandiez comment ça se fait qu'il va y avoir un gros gap entre la dernière fois que je vous ai pris dans ce vlog-ci puis aujourd'hui. C'est simplement la vie de tous les jours qui m'a rattrapée avec toutes sortes un peu de coups du destin cette semaine. Et heureusement, nous, de ce qu'on a de notre côté, on est chanceux, on en est sorti indemne. Donc, voilà. Je vous reprends dès que je peux. Bien, bonjour. Alors, je vous fais un petit coucou en ce dimanche de congé, un peu grisounet, un peu chaud, un peu tout. J'étais sur la route et il faut absolument que je vous rende compte de certaines lectures que j'ai terminées. Je suis sur le bord de la route, donc vous allez entendre des bruits comme ça. Alors, tout d'abord, j'ai lu un album jeunesse qui est publié chez les 400 coups. C'est La petite fille qui voulait devenir grand-père de Signe Visca. Désolée pour la prononciation. Et en fait, c'est l'histoire d'une petite fille dont le rêve est de devenir un grand-père parce qu'elle associe les grands-pères à toutes sortes de caractéristiques particulières, dont, par exemple, avoir des bonbons au citron dans les poches, avoir des allumettes, avoir plein d'habitudes un peu cocasses parce que son propre grand-père est comme ça. Et on va la voir évoluer, essayer de se transformer en grand-père en se déguisant et tout ça. Puis à la fin, en fait, montrer à son grand-père qu'elle est devenue un grand-père et ce sera comme la petite histoire en tant que telle là, qui se passe. J'ai aimé ça. C'est une histoire un peu légère. Je pense que c'est plus pour les tout petits. Donc, peut-être que j'étais un petit peu moins enchantée par l'histoire. C'était chouette, mais il me manquait pour moi un petit peu de viande autour de l'os, peut-être. Par contre, j'ai bien aimé quand même, il y avait une progression quand la petite fille identifie des choses qui pour elle évoquent le grand-père, puis comment elle est capable de trouver une façon de faire en sorte qu'elle-même puisse devenir comme ça. Alors, par exemple, il y avait, je pense, un grand-père a des grandes mains, fait que là, elle enfile 8 gants un par-dessus l'autre pour avoir des grandes mains. Donc ça m'a vraiment fait sourire. Puis l'univers visuel est venu un petit peu moins me chercher. C'est quand même quelque chose de très naïf, c'est comme au crayon de bois. J'aime ça, mais c'était très chargé, fait qu'on dirait que j'ai de la misère un petit peu à identifier qu'est-ce qui était quoi. Mais somme toute, c'est quand même intéressant. Donc, ça a été une bonne lecture, mais ça n'a pas été nécessairement un coup de cœur ou tout ça. Mais bon, je suis contente de l'avoir découvert. Je pense que c'est quelque chose qui peut faire sourire quand même si on lit à un jeune enfant cette histoire-là. Mais bon, sans plus. Alors, ça, c'est la première lecture. Et ensuite, j'ai lu une épreuve non corrigée auquel j'ai accès, dans le fond, via netgalley.fr et grâce aux éditions de Thierry Magnier. C'est un roman jeunesse qui va paraître seulement au mois de septembre, donc 2023, en Europe. Donc ici, je crois que c'est au mois d'octobre. Je vais vous indiquer sans doute la date. Donc, je vais vous en parler un peu d'avance en espérant que vous n'ayez pas trop d'attentes déçues parce que c'est pas encore disponible dans les librairies, mais ça a été un coup de cœur total. Donc, je viens vous en parler tout de suite. Alors, ça s'appelle Le Corbeau de nuit de Johan, je me rappelle jamais de la fin, Rund, quelque chose, Johan, je vais mettre la vignette puis le nom en dessous. Et voilà, donc ça va être publié chez Thierry Magnier. Et c'est, si j'ai bien compris, le premier tome d'une série qui est déjà en cours. C'est un auteur suédois, donc c'est traduit du suédois. Et c'est une série, je crois, qui est rendue à 4 tomes de paru, plus un 5e qui s'en vient. En français, c'est le premier tome qui est traduit. Puis je pense qu'en anglais, ça va être traduit au mois d'octobre. Mais au mois d'août, mais c'est assez proche. C'est dans les premières traductions qu'il y a. Donc, cette série-là, qu'est-ce que c'est? Ça se passe à Stockholm en 1880 et ça va tourner autour de Mika, qui est une jeune orpheline qui habite dans un orphelinat, l'orphelinat central, et qui est devenue un peu une adulte avant le temps parce qu'évidemment, elle s'occupe de
protéger ses jeunes collègues orphelins, malheureusement, à l'orphelinat, du très grand froid qui sévit en ce moment à ce moment-là dans le roman à Stockholm. Il y a de la nourriture, il y a plus vraiment beaucoup de bois pour le feu, il y a plus beaucoup de nourriture, mais ça, tout le monde est dans cette situation-là parce que les douanes ont fermé, donc il n'y a pas d'importation possible. Donc, elle est là pour essayer de prendre soin des autres puis essayer de tirer son épingle du jeu. Puis, également, elle a une petite jobine là, dans une espèce de taverne pas très loin qui pourrait essayer d'aider un petit peu globalement. Et Mika va un soir se lever pour aller ouvrir la porte d'un orphelinat à un jeune garçon des rues qui va lui remettre un poupon. Donc ça, c'est pas que ça arrive pas, mais c'est juste que c'est un petit peu bizarre pour elle. Elle reçoit le poupon. Finalement, la directrice de l'orphelinat le prend en charge et tout ça. Mais avant que le poupon s'en aille, c'est une petite fille, si me souviens bien. Elle remarque que la petite fille a un petit bracelet comme à la cheville. Puis bon, ça reste comme ça. Puis le lendemain, quand elle va voir s'occuper de la petite fille, elle se rend compte que le bracelet n'est plus là. Puis elle se demande un petit peu pourquoi. Puis elle se souvient un petit peu de ce que le garçon lui a dit. Le jeune garçon lui a dit dites pas que je l'ai pris à l'ange de la nuit. Fait que là, bon, ça reste comme ça, mais elle est avec des orphelins qui ont eu des vies pas faciles, qui ont été dans les rues et tout ça, puis elle sait que des fois, les enfants peuvent comme... L'imaginaire peut prendre une grande part de leur façon de gérer avec les traumatismes et tout ça, donc au départ, elle n'attache pas trop d'importance. Puis bon, cette journée-là, comme ils ont reçu un nouveau poupon, puis qu'il n'y a pas de message ou rien, puis qu'il n'y a pas d'identité, ils sont obligés de faire venir la police pour déclarer comme pas la naissance, mais l'arrivée de cet enfant-là à l'orphelinat. Et bon, la police pose des questions en général. On sait que dans le Stockholm des années 1880 qui est représenté, la police est une force de l'ordre très puissante que les moins nantis vont craindre. Donc, voilà. Et finalement, au fur et à mesure, elle va finir par rencontrer un nouvel agent de police le lendemain qui va se représenter à l'orphelinat, qui s'appelle Hoff, et qui va demander à lui reparler. Puis là, ben, soit qu'elle va se faire comme chicaner, elle est en prison ou quelque chose. Elle a 12 ans, mais elle sait que la police n'est pas toujours super gentille avec les orphelins, disons. Donc, elle rencontre le fameux agent Hoff et il lui pose des questions sur l'arrivée du bébé l'avant-veille, puis surtout sur qu'est-ce que le jeune garçon lui a dit, l'affaire de l'ange de la nuit ou tout ça. Puis ça l'intrigue un peu parce que pour elle, c'était comme un peu mineur. Puis finalement, l'agent va finir par revenir plusieurs fois pour l'intégrer à une enquête parce que il y a quelqu'un qui a été retrouvé mort dans des circonstances mystérieuses et cette personne-là a été trouvée morte dans des circonstances qui font penser à au modus operandi d'un tueur en série qui pourtant a été condamné à mort l'année d'avant. Donc, il va un peu comme l'impliquer là-dedans. Elle n'aura pas trop le choix au début. Elle n'est pas trop sûre, ça peut vraiment y faire confiance parce que c'est une police, puis que c'est une orpheline, puis qu'absolument, la police se passe, c'est comme je vous dis, c'est pas, ils font pas de cadeaux nécessairement, là. C'est pas nécessairement, ils sont pas en mode, ils collaborent ensemble. Ils sont vraiment pas dans ce mode-là. Et puis elle, c'est quand même quelqu'un qui est super observatrice. Elle a regardé plein de choses, elle a remarqué plein de trucs. Puis elle se rend compte aussi que dans l'orphelinat, il y a peut-être des choses un petit peu... Elle n'est pas trop sûre de comprendre exactement qu'est-ce qui se passe. Donc, elle va accompagner l'agent Hoff. Et puis, finalement, elle va finir par être mêlée à une enquête qui est plus grande qu'elle un peu. Donc, il y a des ramifications beaucoup plus grandes. Puis, on va essayer de la voir partir en quête de qu'est-ce qui se passe concernant ce tueur en série-là qui pourtant a été condamné à mort. Est-ce que ça peut avoir un lien avec l'arrivée du bébé finalement? Est-ce que ce que le jeune garçon a dit a rapport? Bref, voilà. Alors, je vous en dirai pas plus parce qu'en fait, c'est un roman policier. C'est vraiment bien fait. C'est excellent. Je suis complètement sous le charme. Comment je peux vous dire ça? C'est une plume qui est super agile. On arrive rapidement dans l'intrigue. Donc, la mise en contexte n'est pas trop longue. En même temps, les personnages sont vraiment bien construits, les personnages principaux, mais aussi quelques personnages secondaires suffisamment pour que ce soit intéressant pour nous autres de comme naviguer là-dedans. On comprend bien que c'est un contexte particulier, un contexte de l'époque, puis un contexte où les classes sociales sont bien indiquées, les relations entre les forces de l'ordre et les autres sont bien indiquées, tout ça aussi. Et bien que l'héroïne ait 12 ans et collabore avec un agent de police, puis c'est un petit peu saugrenu comme situation, on dirait que ça passe un peu dans le contexte parce que à l'époque, à 12 ans, tu étais pas mal proche de 15, puis à 15 ans, tu étais censé déjà être comme une adulte. Donc, on dirait que ça peut quand même bien passer.
Puis écoutez, c'est super haletant. C'est comme un enchaînement de péripéties. On veut vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer. Il y a des pistes qui sont lancées. Il y a beaucoup de boucles qui sont bouclées, mais pas toutes, parce que bien évidemment, c'est le tome 1 d'une série. Donc, on termine sur justement une piste qui n'est pas exactement approfondie. On sent qu'il va y avoir une petite quête d'identité de l'héroïne principale qui va éventuellement s'installer peut-être dans les prochains tomes. J'ai adoré. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré la prémisse. Donc, cette collaboration-là, un peu impromptue entre un agent de police et une jeune orpheline débrouillarde qui est reconnue, en fait, finalement, pour son expertise, pour son observation, pour sa capacité d'observation, pour sa capacité de raisonnement. Donc, super intéressant, vraiment. Donc, voilà. J'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé ça. C'est, comme je vous dis, c'est un coup de cœur. Je recommande absolument. Pour le Québec, ici, il va falloir patienter jusqu'en octobre, mais ça vaut vraiment le coup. La seule chose que je dirais, c'est que ce que j'ai compris, c'est que c'était peut-être, ça s'adressait aux 10-14 ans. Il y a peut-être le public cible que je ne sais pas trop. Parce que, bon, l'héroïne a 12 ans, mais en même temps, comme je vous dis, c'est un 12 ans mature parce que, à l'époque, le 12 ans était pas mal plus proche de la fin de l'adolescence que maintenant. Par contre, c'est quand même assez sordide dans le sens où c'est un Stockholm noir, grinçant, où on côtoie les gens qui sont moins bien nantis, qui n'ont pas des conditions de vie faciles. Il y a l'air d'avoir des abus, il y a beaucoup de violence et tout ça. Et on dirait que je ne sais pas trop si 10 ans, c'est correct. En même temps, il n'y a pas. Ben, il n'y a pas tant de choses. Ben oui, là, on fait quand même rapport à un tueur en série. Fait qu'on dirait que j'ai tendance à dire que c'est peut-être plus peut-être du 12-15, peut-être, dépendant de la maturité de l'enfant. Mais ça reste du jeunesse, mais je pense qu'un adulte peut profiter quand même de ça. Ça reste quand même que c'est assez, tu sais, c'est des courts chapitres et tout, fait que, bon, c'est quand même désigné pour la jeunesse, mais je dirais la jeunesse, attention, là, votre 9-12, vérifiez d'abord s'il est rendu là, parce que c'est quand même c'est un policier bien structuré, là. C'est pas juste une petite intriguette, boboche. C'est sûr que le déroulement se passe quand même assez vite, que c'est pas un très long roman. Mais j'ai pas eu l'impression, j'ai trouvé que ça se passait vite, mais j'ai pas eu l'impression que c'était trop rapidement bouclé. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui a été super bien travaillé. Donc, peut-être que pour des, des bons lecteurs plus jeunes, mais qui sont capables d'en prendre, ça peut aller. Sinon, j'aurais tendance à dire peut-être pas avant 12 ans, là, quand même. Donc, voilà. Donc, ça, c'était vraiment ma super lecture coup de cœur. Je suis tellement contente de l'avoir. Je l'ai lu d'une traite, en fait. J'ai vraiment adoré ça. Puis, j'ai juste hâte, dans le fond, au deuxième tome. Et puis là, ben, j'imagine qu'il ne sera pas traduit en français tout de suite. Je suis comme un peu triste. Mais bref, superbe découverte de ce roman jeunesse-là. Ça faisait longtemps que que j'avais pas passé un aussi bon moment avec un roman jeunesse policier. Les dernières fois où j'ai eu l'impression que c'était aussi bien ficelé, c'est quand j'avais découvert je vais mettre la vignette, c'était The Agency, je pense, c'est assez vieux, là. Mais c'est la seule fois où j'avais vraiment eu un plaisir qui était comparable. Mais là, j'admets là, que vraiment, quand ça va sortir, rester à l'affût, ça vaut vraiment la peine. Alors voilà, c'est mon petit topo lecture. Sinon, je poursuis ma lecture en cours du fameux Camilla Lackberg. Je pense bien que ça va le faire. Je vous dirais que ça a été écrit au début des années 2000. Donc, il y a quand même des choses qui passent un peu moins bien en 2023. Il y a une seule chose qui me tracasse, mais pas qui me tracasse, mais ça me fatigue un peu, c'est qu'il y a comme un gros accent mis sur le poids. Genre, l'héroïne principale est comme « Ah, mon Dieu, j'aurais dû suivre mon régime des Weight Watchers parce que les gens m'ont trouvé trop grosse. » Puis, tu sais, même pour l'inspecteur principal qui comme mange trop de brioche, puis il a peur un peu pour son poids. C'est spécial parce que je pense que c'était comme des préoccupations qui étaient comme liées à une époque, à ce moment-là. Mais maintenant, ça serait pas nécessairement un accent qu'on mettrait. Mais c'est comme accessoire. C'est présent, mais c'est accessoire. Puis c'est pas, on parle pas d'autres personnes. T'sais, on met pas l'accent sur le côté physique des autres personnes. C'est juste que les héros et le héros et l'héroïne ont tendance à avoir des préoccupations par rapport à ça. Puis je trouve ça particulier. Parce que je trouve pas que ça amène grand chose à l'intrigue ou que c'est vraiment pas nécessaire. Ça aurait pu être retiré puis ça aurait pas été grave. Mais je suis pas outrée, là. C'est juste que je me rends compte, comme des fois, des histoires qui se passent moins bien quand on n'a pas de cellulaire, ben, c'est ça. C'est juste que ça a peut-être un petit peu moins bien vieilli, mais jusqu'à maintenant, j'apprécie quand même beaucoup, donc je vais vous en reparler quand j'aurai terminé la lecture. Alors sur ça, j'arrête de vous jaser, là, j'ai comme fait un grand trait d'un coup, puis je vais reprendre dès que je peux. Eh bien bonjour, alors me voici en ce lundi matin, très chaud encore une fois. je vais arrêter de me répéter, parce que j'ai terminé ma lecture de La Princesse des Glaces de Camilla Lackberg, qui est donc le premier tome de la série des Erika et Patrick.
Et ma foi, ce fut très agréable. Ben, agréable. Ça reste quand même un roman noir, je dirais. Je pense que c'est comme ça que c'est décrit. Puis je pense que c'est un petit peu ça aussi. C'est vraiment plus un roman noir qu'un roman policier. En même temps, ça tourne vraiment autour d'une enquête. Mais je ne pourrais pas vous en dire plus sur le détail de l'intrigue, mais plus ça va, plus évidemment, on va comprendre que les ramifications de l'enquête qui tourne autour de l'apparent suicide de la meilleure amie d'Erika et éventuellement du suicide d'un peintre qui était relativement lié à toute cette affaire-là, va avoir des ramifications très grandes. On va être vraiment dans l'esprit de, comme je vous disais, d'un petit village aux mille secrets, de l'horreur qui peut arriver dans la vie des gens, de la propension au silence dans certains cas. Donc, c'est très bien fait, c'est très accessible. C'est en effet un bon... je reprends un peu les paroles de la bibliothèque de Laurie, mais c'est vrai que c'est un bon premier pas vers le polar nordique parce que, bon, c'est remuant, en même temps, c'est pas trop dégoulinant de sordide, mais même si il y a des choses terribles qu'on finit par découvrir. On va avec l'enquête pas à pas. On va suivre à la fois Patrick, qui est un agent de police qui est très... un inspecteur qui est très sympathique, qui fait malheureusement le travail pour son supérieur qui fait absolument rien. Et donc, qui est quand même agréable à suivre. Et Erika, qui n'est pas du tout une enquêtrice, qui est une autrice, un peu de type journalisme d'enquête, et qui est quand même un peu intimement liée à ce qui se passe. Donc, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comme rythme. C'est un rythme qui est assez... on multiplie les points de vue, on est pas mal à la hauteur, puis en temps réel, du raisonnement des deux enquêteurs attitrés, donc Erika et Patrick. Bien que dans certains cas, clairement, les personnages savent des informations que le lecteur ne sait pas. Et c'est clairement dit. Ça, c'était nouveau pour moi. Donc, voilà, puis évidemment, éventuellement, on finit par avoir la révélation, mais c'est pas tout de suite. Puis c'est le fun de voir les personnages qu'on sait pas quelque chose, puis de voir les personnages avancer vers quelque chose, faire des suppositions. Jusqu'à maintenant, les suppositions que j'ai faites se sont pas mal toutes révélées finalement vraies. Sauf peut-être pour la chute, il y a comme un petit complément avec la chute qui est là, qui rajoute une couche, puis qu'on voit vraiment que Camilla Lackberg avait bien la plume bien acérée, puis bien décidée par rapport à ça. Donc, pourquoi pas? C'est peut-être une série que je vais lire, puis c'est à la limite des polars nordiques que je suis vraiment capable de gérer. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc pour moi, c'est comme une excellente lecture. C'est pas un coup de cœur, mais c'est une excellente lecture. Puis je crois bien que je vais sans doute poursuivre la série éventuellement. Donc une fois de temps en temps, un petit Camilla Lackberg jusqu'à ce que je finisse par arriver à la fin de cette très prolifique série. Pourquoi pas? Ça va me faire plaisir. Donc voilà, c'était ma lecture que j'ai terminée. Je l'ai terminée quand même avec avidité. Je l'avais commencé en lecture audio, j'ai fini par la continuer en numérique. Vraiment, j'ai donné un bon coup hier, puis c'était pas juste parce que je voulais le finir, c'est parce que, je veux dire, pour le vlog, c'est juste que j'avais vraiment envie de savoir qu'est-ce qui se passait, puis surtout de retrouver les deux personnages principaux qui sont vraiment bien construits, puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui était quoi, qui était lié à qui était lié à quoi, qu'est-ce qui s'était vraiment passé finalement, puis c'est vraiment révélé petit à petit, donc ça donne vraiment envie au lecteur de s'accrocher et de poursuivre. Alors, voilà. C'est mon petit topo sur la lecture en cours. Sinon, pour aujourd'hui, je ne sais pas trop ce que je vais faire. Je ne sais pas si je vais avoir d'autres lectures ou pas, si je vais aller me promener ou pas, mais de toute façon, je vais reprendre avant la fin du vlog, qui va encore être un bref vlog cette fois-ci, encore une fois. Donc, c'est comme ça. Je pense que les vlogs estivaux vont être un petit peu moins longs, mais c'est correct. Ça va vous faire un petit peu moins de temps de mobiliser pour écouter nos papotages livresques en commun. Mais en même temps, bon, j'essaie de me laisser porter parce que j'ai comme disponibilité. Alors, ben voilà. On se reprend quand je peux. Et Solène va débarquer. Solène qui est un rayon de soleil, qui est très lumineuse, qui a cette tendance à cultiver le bonheur. Et elle va enseigner ça à toutes ces petites tribus. C'est un roman qui est très solaire, qui fait du bien, qui est la plume de Cynthia Gall.
Eh bien, coucou, alors je reviens de ma petite pérégrination rendue traditionnelle du lundi. Qu'est-ce qu'on fait lundi? Lundi, c'est librairie. Alors oui, je suis encore allée me promener en librairie. J'ai décidé de me faire un petit plaisir puis quand même d'acheter quelques trucs parce que je suis tombée sur deux livres en fait, un que ça faisait longtemps que j'avais dans ma pile dans ma liste de souhaits, puis un autre que je trouvais vraiment cocasse, donc voilà. Alors tout d'abord, j'ai pris L'appartement du dessous de Florence Herlemann. J'en ai entendu parler chez plusieurs personnes, chez plusieurs booktubers, il me semble du gang des tote bags, puis il me semble que l'ivresse de lire des livres aussi. Je suis pas certaine. En gros, c'est un roman épistolaire. J'aime beaucoup les romans épistolaires. En fait, j'aime beaucoup ça, mais je suis toujours un peu stressée à savoir si ça va être bon ou pas. Mais celle-là, ça me tentait bien. Ça fait longtemps. J'avais même emprunté à la Bibli à un moment donné, puis finalement, je l'avais juste pas lu. Donc, je voulais la quatrième. Dans le petit immeuble parisien du Marais, où elle vit depuis des lustres, Hectorine, 103 ans, voit un jour l'appartement du dessous investi par une nouvelle voisine. Pour souhaiter la bienvenue à Sarah, la vieille dame dépose une lettre sur le pas de sa porte. Cette missive sera suivie de beaucoup d'autres, retraçant peu à peu une incroyable traversée du 20e siècle entre le Cabourg de la recherche, le Berlin du Troisième Reich et le Paris de l'après-guerre. Mais pourquoi toutes ces lettres? Un jour, vous saurez, promet la centenaire à Sarah qui se prend au jeu, intriguée par cette voisine invisible dont les confidences laissent percer l'aiguillon d'un douloureux secret. Alors, ça me tentait vraiment bien, puis ça me tentait de l'avoir dans ma Bible. J'aurais pu l'emprunter à la bibliothèque, mais celui-là, les romans épistolaires, j'ai tendance à vouloir les avoir, donc voilà, premier achat. Et celui-là, je l'avais croisé déjà, mais je n'avais pas osé, mais ça me tentait quand même bien. C'est à cause du titre, parce que vraiment, je ne connaissais pas du tout l'auteur. Donc, c'est L'émouvante et singulière histoire du dernier des lecteurs. Donc, de Daniel Faure, c'est publié chez J'ai lu. Et je crois que c'est une réflexion sur la littérature, sur la lecture plutôt. Donc, je vous lis ça. Je m'excuse pour le... Il y a comme un moustique qui veut vraiment faire partie du vidéo. Donc, alors, une citation. Je ne suis ni un lecteur boulimique, ni un érudit. Je suis simplement le dernier, comme il y a eu un dernier Mohican, un dernier Rose Blanc. En tant que dernier représentant d'une espèce en voie d'extinction, il m'a semblé important de consigner la façon dont les choses se sont passées. Et ça commence ensuite la quatrième. Alors que 85% des lecteurs de romans sont aujourd'hui des lectrices, on estime que les lecteurs masculins auront disparu en 2046. Située dans un futur proche, cette histoire est celle du dernier homme qui lisait. Comment vit-il cette situation inédite, seul au milieu des femmes qui partagent sa passion? Son destin est-il une impasse? Saura-t-il empêcher l'extinction de son espèce? Et qu'en disent les autres hommes? Alors voilà, c'est les deux petits livres que j'ai décidé de prendre en librairie aujourd'hui. Et je me suis décidée pour une lecture audio, puis j'ai comme espoir de finir le livre avant la fin de la journée. Donc, ça va sans doute être ma quatrième recension que je vais vous proposer pour ce vlog-ci, quitte à faire comme la semaine dernière, puis finir le vlog genre demain matin, mardi, puis pour juste vous faire la recension de ma lecture. Alors, j'ai fini par me lancer sur les conseils sur les conseils, en fait, elle en parle tellement souvent, de Triple L de Mag, dans le premier tome de la série que Victor Guibert propose, c'est-à-dire Douve. Donc, c'est une série qui met en scène un policier de Paris qui s'appelle Hugo Boléren, il me semble que c'est ça le nom, qui décide de retourner dans un village où ses parents ont passé un moment tout juste avant, je pense, sa conception, ou quelque chose comme ça. Et ça s'appelle Douve. C'est un village un peu mystérieux. Son père était policier à l'époque. Sa mère est une journaliste et elle se spécialisait dans le journalisme d'enquête. Elle écrit des livres qui relataient, dans le fond, des affaires criminelles. Et il s'est passé quelque chose à ce moment-là. Il s'est passé un drame affreux, un meurtre pour lequel on a accusé le médecin du village et qui s'est par la suite, lorsqu'il était en prison, évadé. Donc, dans le fond, le policier, l'enfant, Hugo, va décider de retourner à Douve parce qu'il vit plein de choses un peu en quête. Il se cherche un peu, il essaie d'arrêter la cigarette en mangeant du chocolat, on voit qu'il boit beaucoup d'alcool, sa mère commence à avoir l'Alzheimer. Et je pense qu'il a un peu peur de perdre les mémoires. Puis depuis qu'il est tout jeune, son père lui a toujours dit « Ah, mais toi, t'as Douve dans les veines. » Puis il n'a jamais trop compris pourquoi son père disait ça, parce qu'en fait, il n'est pas né à Douve, donc il n'y a pas vraiment de souvenir de tout ça. Donc là, il s'est toujours demandé s'il était vraiment le fils de son père ou s'il s'était passé quelque chose à Douve qui faisait en sorte qu'il y avait Douve dans les veines. Donc, il va un petit peu prendre un prétexte parce qu'il va avoir vu un matin en se levant un entrefilet qui dit que
le maire de Douve a été assassiné. Et il va décider de prendre ce prétexte-là pour dire qu'il a besoin de vacances puis partir à Douve. Et finalement, rendu là-bas, bien évidemment, il va voir le village, il va le confronter à l'idée qui se faisait de ce village-là, qui était un peu refermé sur lui-même et tout ça. Puis c'est un peu comme ça, en effet, mais là, il commence à rencontrer tranquillement les gens, puis il commence à mentionner le fait qu'il est en effet le fils de la journaliste qui était venue enquêter à l'époque, et blablabla. Et il commence à se sentir impliqué un peu dans la communauté par rapport à justement l'assassinat récent du maire, puis par rapport à cette espèce de moment-là du meurtre qui a eu lieu il y a 40 ans à Douve, puis que tout le monde essaie, dont personne ne parle, et il essaie de vraiment un petit peu pister ça. Puis dans le fond, il décide de garder l'excuse d'enquêter sur le meurtre du maire pour rester un peu. Donc on est un petit peu là-dedans. Écoutez, j'ai été tellement agréablement surpris. L'écriture de Victor Guibert, je l'aime vraiment, mais en même temps, j'écoute en livre audio. Puis je dois vous dire que le narrateur, j'ai pas le nom, mais je vais vous mettre la vignette peut-être du livre audio et du nom du narrateur pas très loin. C'est un narrateur qui est excellent. C'est clairement, en tout cas, si c'est pas un acteur, il devrait peut-être se réorienter. Donc c'est super bien lu. Puis ça me fait étonnamment penser à Fred Vargas. C'est bizarre un peu à dire, mais c'est comme un peu un policier qui est dans sa tête, qui est dans l'introspection, dans les réflexions. La seule différence que je dirais, c'est que là, il y a comme une grosse place par rapport à l'alcool puis tout ça, donc ça n'a pas tout à fait rapport, mais c'est un peu comme si c'était un Fred Vargas où le policier avait l'espèce de lenteur de réflexion d'Adamsberg, mais les dépendances de Danglars, qui est alcoolo et tout. Ça me fait vraiment penser à ça. Puis même à la limite, peut-être un peu à du pénac, il y a vraiment de l'humour dans la plume. Je sais que c'est pas tout le monde qui a aimé Douve, mais moi, en tout cas, peut-être que c'est juste le fait que je le lis en livre audio qui fait que j'apprécie la plume. Mais j'aime énormément la plume, ce qui fait que c'est pour ça que je me suis dit, c'est quand même un court livre. Là. En livre audio, je pense que c'est 7 heures. Puis je vais sans doute avancer ce soir. J'ai même acheté le livre numérique parce que je voulais absolument le consulter sur ma liseuse, puis je ne le trouvais pas nulle part. Au départ, c'est pour ça que j'allais à la librairie. Il ne l'avait pas. Donc, c'est ça. Je suis vraiment contente là, de cette lecture-là. C'est vraiment une belle surprise jusqu'à maintenant. En même temps, là, j'ai pas terminé, fait que j'espère juste que ça va pas se gâcher pour la suite. Mais jusqu'à maintenant, j'aime vraiment beaucoup la mise en contexte. C'est un rythme lent, mais ça me va. C'est pour ça que je vous compare ça à Vargas, parce que Vargas, c'est lent aussi, habituellement. Il ne faut pas s'attendre à ce que ça déboule puis qu'il y ait tant de péripéties qui arrivent tout d'un coup. En même temps, souvent, on va découvrir qu'est-ce qui se cache sous l'apparence des choses, puis ça a l'air d'être un petit peu ce même principe-là pour Douve. Donc, écoutez, je vais vous en reparler quand je vais en avoir terminé. Mais je voulais juste vous dire que j'avais choisi cette lecture-là, puis je pense que ça va être la dernière du vlog de toute façon. Donc voilà, super enthousiaste par rapport à ma découverte. Je vous reprends dès que je peux. Eh bien, bonjour. Alors, me revoici après ma lecture remuante. Seigneur! Pour clore le vlog, donc je vous parle bien sûr en termes de lecture remuante de mes premiers pas dans l'univers de Victor Guibert. Donc j'ai lu Douve en lecture audio et en lecture numérique parce que je voulais absolument savoir ce qui se passait. Alors, comme c'est un policier, je ne peux pas vraiment développer sur l'intrigue, mais je peux vous dire que si j'avais dit au départ que l'intrigue était partie pas en douceur, mais dans le fond, je trouvais que la plume était elle faisait un peu penser à une certaine lenteur qui faisait penser à Adamsberg dans Vargas, avec bien entendu une omniprésence de l'alcoolisme, pardon, qui faisait, par contre, qui faisait un peu plus penser à Danglars, là. Donc, qui était là par rapport au personnage principal de Hugo, l'inspecteur de police qui s'en va à Douve pour différentes raisons. Eh bien, je vous dirais qu'à partir de peut-être un petit peu plus que la moitié, ça déboule. On part en fait d'un rythme assez lent où on installe l'ambiance, on commence à connaître les gens, on commence à faire des liens, à savoir qui ils sont, quel rôle ils jouent dans la municipalité et tout ça. Et puis soudainement, je vous dirais que l'enquête prend des allures de thriller noir. Donc on passe vraiment de une lenteur humoristique même par moment à un thriller haletant. J'étais pas capable de lâcher mon livre. Là, je pense que j'ai oublié de respirer correctement pendant ce temps-là.
Donc, écoutez, j'ai vraiment aimé ça. Est-ce que c'est un coup de cœur? Je ne sais pas, mais c'est une excellente lecture. La seule raison pour laquelle, pour moi, ce serait peut-être pas un coup de cœur, c'est que c'est allé un poil trop loin dans le thriller glaçant vers la fin, mais correct. Toujours juste sur la limite, là, mais je dirais que ça a peut-être été un tout petit peu trop pour moi, mais c'est sûr que je vais sans doute lire les autres, Victor Guibert, donc c'est Terra Nullius, je pense, puis le plus récent, c'est Brouillard. C'est sûr que je vais les découvrir, mais je vais me laisser respirer un petit peu entre chacun, parce que, bon, quand même, ça atteint. Donc, écoutez, j'ai vraiment été agréablement surprise par cette plume-là. J'en avais, comme je vous dis, entendu peut-être vraiment des commentaires mitigés, voire négatifs des fois. La seule chose que je pourrais voir, comme je vous dis, c'est que, bon, moi, j'ai quand même trouvé que l'alcoolisme du personnage principal était peut-être un poil omniprésent, mais en même temps, dans les polars, même les polars noirs, même les polars nordiques, ça arrive vraiment souvent. Donc, ça ne m'a pas particulièrement accroché, à part que je trouve ça bien triste pour le, le personnage principal. Mais sinon, il y a quand même des petites caractéristiques intéressantes. On voit qu'il n'est pas lisse. J'ai vraiment aimé comment ça a été déployé, cette histoire-là. Vraiment, tranquillement, on laisse le lecteur prendre ses repères, on le laisse prendre ses aises, avoir l'impression qu'il est en contrôle de tout, et ensuite, pataclao, l'intrigue lui arrive en plein visage. Donc, j'ai vraiment aimé ça. Donc, je pense que ça vaut quand même la peine, si vous voulez. C'est pas un genre que j'ai vraiment, une association de rythme, d'intrigue que j'ai vraiment vu souvent. Donc, vraiment une lenteur suivie vraiment une partie de thriller. En même temps, j'ai pas lu tant de thriller, mais je trouvais ça intéressant parce que ça me laisse quand même la possibilité. Puis on n'est pas non plus dans le grinçant ou l'angoissant dès le départ. On a vraiment une bonne partie où, justement, c'est basé plus sur la découverte des personnages, leur psychologie, leurs interactions. Et puis là, finalement, après ça, évidemment, quand la partie thriller arrive, évidemment que là, comme on était impliqué quasiment émotivement dans la découverte des personnages, le monde des personnages, ben ça atteint encore plus son but. Donc, ben voilà, ça a été... je suis bien contente d'avoir fait un petit blitz pour le lire comme dernier livre du vlog. Je vous le recommande chaudement. Vraiment une sincère belle découverte. Alors, encore une fois, merci à Triple L de Mag qui en a parlé beaucoup et qui a fait en sorte qu'à force d'en entendre parler, je me suis dit, peut-être que je pourrais le découvrir. Et c'est ce qui va conclure ce petit vlog qui va être un peu plus court, encore une fois, que d'habitude. Mais c'est correct. Dans le fond, d'habitude, il n'y a pas d'habitude. Ça va être un vlog un tout petit peu plus court. J'espère que ça vous a quand même plu, que vous avez découvert des auteurs. Je suis allée plus dans les, finalement, j'avais comme polar nordique, thriller. Je suis un peu sortie de ma zone de confort. Vous, est-ce que vous avez déjà lu Victor Guibert? Est-ce que vous avez déjà connu les Camilla Lackberg? N'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Ça me ferait plaisir d'échanger avec vous. Bien entendu, si ça vous plaît, puis ça vous dit de donner un peu de soutien, pouce en l'air, abonnement, partage sur les réseaux sociaux, c'est toujours un petit peu la même rengaine, mais ça aide vraiment, en tout cas, au moins pour la visibilité. Donc, écoutez, je vous souhaite de chouettes découvertes littéraires et puis, je vous dis à tout bientôt!